Marguerite Lagrave, que tout le monde appelait Margot, était une figure du village d'Aizus. C'est une vieille dame célibataire qui a toujours vécu seule. Pas mariée, jamais, pas d'enfant. Mais tout le monde la connaissait. Elle adorait les enfants. Elle a toujours quelques bonbons à leur distribuer et elle est en cela adulée et aimée par les enfants du village. Mon mari était étonné de voir que les volets de Margot n'étaient pas ouverts. Parce qu'à 8 h tous les matins, Margot était levée. Visiblement, quelque chose cloche. Les voisins pressentent qu'il s'est passé quelque chose. Elle était étalée par terre dans une mare de sang, son visage tout huméfié et tout. C'est vraiment quelque chose de très, très violent. Très violent, des traces de lutte, un égorgement. Ses orbites sont presque enfoncées. De la façon dont elle est morte, ma tante, c'est pas humain ça. Ils l'ont massacrée, la pauvre. Pas un centime, pas un bijou ne sera retrouvé dans la maison de Marguerite Lagrave. On ne peut pas comprendre qu'on cambriole cette maison-là, parce qu'il n'y a rien, mais rien du tout. Elle avait une très très petite retraite. Même c'était même pas une retraite, c'était un fonds de solidarité, un truc comme ça. Margot n'avait pas de magot. On a cambriolé la plus pauvre du village d'Aizus. La question qui se pose, c'est pourquoi être allé chez Margot Lagrave? À Aizus, tout le monde adore Margot Lagrave. Jamais mariée, la doyenne du village habite dans la maison de son enfance. Margot ne roule pas sur l'or, mais elle a toujours un bonbon dans sa poche pour les enfants qui passent devant sa porte. Alors quand son corps ensanglanté est retrouvé chez elle, c'est l'incompréhension. Qui pouvait lui en vouloir, au point de l'égorger sauvagement? Et pourquoi s'acharner sur cette vieille dame sans défense? Il faudra un incroyable rebondissement, 12 ans après le drame, pour enfin découvrir le meurtrier. Et son identité en étonnera plus d'un. Tout de suite, l'affaire Margot Lagrave, une histoire racontée par Jacques Pradel. Aizus, un petit village de 700 âmes, niché dans les Pyrénées à mi-chemin entre Pau, capitale du Béarn, et la frontière espagnole. Un village relativement modeste dans lequel on ne trouve qu'un commerce, le bistroquet qui fait à la fois bar et commerce alimentaire où l'on se procure les denrées essentielles. Un petit village où le temps semble s'être arrêté depuis de nombreuses années. Chacun se connaît et on est dans une ambiance quasi familiale. À Aizus, il fait bon vivre. Les habitants coulent des jours paisibles, jusqu'à ce 12 novembre 2001. Ce matin-là, comme tous les jours, Michel commence sa journée de bonne heure. Elle habite le village depuis 30 ans. Alors elle connaît bien ses voisins, notamment Marguerite Lagrave, 78 ans, qui au fil des ans est devenue une bonne amie. Leurs maisons se font face et chaque jour, elles se disent un petit bonjour au réveil. Mais ce matin-là, quelque chose cloche. Mon mari était étonné de voir que les volets de Margot n'étaient pas ouverts. Parce qu'à 8 h tous les matins, Margot était levée. Ça ne ressemble pas à Margot qui devrait déjà être sur le perron de sa porte ou en train de jardiner comme elle en a l'habitude. Visiblement, quelque chose cloche. La vie de Marguerite Lagrave est organisée de façon immuable. Elle se lève de bon matin, elle ne fait pas la grasse matinée. Mais ce matin-là, de voir les volets clos, les voisins pressentent qu'il s'est passé quelque chose. Inquiète, Michel décide de se rendre chez Margot, accompagnée d'une voisine. En s'approchant de la maison, l'angoisse se fait de plus en plus vive. Je ne sais pas pourquoi j'avais un mauvais pressentiment. Je me disais, est-ce qu'elle est malade? Comment on va la trouver? Donc on appelait de dehors. Margot, Margot, comme on appelait d'habitude. Puis là, elle ne nous répondait pas. Alors on a dit, il faut aller qu'on aille voir, quoi. Alors on a ouvert la porte. La porte n'est pas fermée, la porte s'ouvre. Et là, vision d'horreur, elle découvre son amie, Margot, gisant en bas de son escalier, recroquevillée. Elle était étalée par terre dans une mare de sang, son visage tout huméfié et tout. Margot ne respire plus, Margot est morte. Michel est en état de choc.
mais elle trouve la force d'appeler les secours. J'ai appelé les pompiers et puis à peine j'ai posé le téléphone, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu des douleurs très violentes à la tête, j'ai perdu connaissance. Donc je ne me souviens pas des pompiers, je ne me souviens pas des gendarmes, il paraît qu'il y en avait partout, tout ça. Là, j'ai rien vu, quoi. Immédiatement, les gendarmes préviennent la famille de Marguerite Lagrave qu'un malheur est arrivé. Sonia, sa nièce, est l'une des premières informées. Elle se rend immédiatement chez sa tante. Quand on est arrivé, il y avait les pompiers, mais on n'a pas pu approcher, elle était décédée. Ils ne nous ont pas dit ce que c'était, ils ont dit que la mort était suspecte, mais ça s'est arrêté là. Quel drame s'est joué dans cette maison? Pourquoi Marguerite Lagrave, 78 ans, gît-elle au sol dans une mare de sang? Les gendarmes de la section de recherche de Pau, accompagnés d'un médecin légiste, examinent le corps de la vieille dame. Les premières constatations ne laissent place à aucun doute. Marguerite n'est pas morte d'un accident, elle est morte d'une mort violente. Son visage est tuméfié, ses orbites sont presque enfoncées, elle présente une plaie sanglante au niveau de la gorge. C'est vraiment quelque chose de très, très violent. Hein, très violent, des traces de lutte, un égorgement. D'après les premières constatations, la scène de meurtre s'est passée au pied de l'escalier. L'escalier fait quasiment face à la porte d'entrée, donc on peut raisonnablement déduire que le face-à-face entre Marguerite et son agresseur s'est déroulé à proximité de la porte et en tout cas au pied de l'escalier. La vieille dame a vécu un véritable calvaire. Son visage est défiguré, ses orbites sont enfoncées et elle a été égorgée. Un face-à-face d'une rare violence. Lorsqu'ils apprennent les détails du meurtre, ses proches sont effondrés. Ça a été très dur. On a subi un grand choc et une terrible perte. Parce que bon, elle ne demandait rien à personne, elle était tranquille dans son coin et on ne peut pas s'attendre à ça de toute façon. C'est pas juste, quoi, c'est moche, quoi. J'ai fait de la déprime, j'ai fait... Ah non, je la voyais partout, c'était l'horreur, quoi. Ça fait bien mal parce qu'on apprend plein de choses. Qu'elle avait été égorgée, la façon dont elle est morte, ma tante, c'est pas humain, ça. C'est pas humain. Ils l'ont massacrée, la pauvre. Le médecin légiste évalue le décès de Marguerite Lagrave à une douzaine d'heures, soit la veille, dans la soirée du 11 novembre 2001, sans doute entre 19h et 23h. Les gendarmes, pourtant habitués aux scènes de crime les plus sordides, sont stupéfaits par la sauvagerie du meurtre. Pourquoi s'être acharné ainsi sur cette vieille dame sans défense? Les enquêteurs ont déjà leur idée du mobile. La première hypothèse des gendarmes est celle d'un cambriolage qui a mal tourné, car pas un centime, pas un bijou ne sera retrouvé dans la maison de Marguerite Lagrave. La maison est sans dessus-dessous. La moindre casserole, le moindre pot, la moindre armoire a été vidée et sur tous ces objets, l'on retrouve des traces de sang. À partir du moment où c'est le sang de la victime qui est répandu un petit peu partout, ça veut dire que l'auteur a tué Madame Lagrave dans un premier temps et dans un deuxième temps a fouillé l'intégralité de la maison. Les enquêteurs passent la maison au peigne fin. Objectif, retrouver peut-être parmi ces nombreuses taches de sang une empreinte, un ADN, un indice qui leur permettrait d'identifier le ou les bourreaux de Marguerite Lagrave. Mais le meurtrier a pris ses précautions. Malheureusement, la scène de crime ne va pas parler. Aucune trace d'ADN n'est découverte sur place par la police technique et scientifique. Aucun indice n'a été laissé par le meurtrier et finalement les enquêteurs n'ont aucune piste
à l'issue de leurs premières investigations. Le ou les voleurs et assassins se sont échappés sans avoir laissé sur place l'arme du crime. Donc c'est sans doute un geste qui a été calculé. Pour les enquêteurs, c'est certain, le meurtrier de Margot était sûrement équipé de gants. C'est pour cette raison que l'on ne trouve aucune empreinte. Alors, faute d'indices, les gendarmes vont se plonger dans la vie de Marguerite Lagrave. Peut-être y trouveront-ils un détail qui leur permettra de remonter jusqu'au criminel. Ils auditionnent ses proches pour savoir qui était réellement Margot. On l'a toujours appelée Margot. Nous, ça a toujours été Tati Margot. C'est son surnom depuis petite. Marguerite, on ne lui a jamais connu aucun homme. C'est une vieille dame célibataire qui a toujours vécu seule. Pas mariée, jamais, pas d'enfant. Pendant toute sa vie, Margot s'est dévouée à ses parents, dont elle prend soin jusqu'à leur mort, si bien qu'elle ne se mariera jamais et n'aura pas d'enfant. Marguerite n'a jamais voulu quitter cette maison qui est celle de son enfance et dans laquelle elle vit au milieu de ses souvenirs. À l'intérieur, il faut savoir que c'est, j'allais dire, quasiment d'un autre âge. Au sol, c'est de la terre battue, le mobilier est très modeste. Les vieilles casseroles en cuivre sont accrochées au mur, le confort est rudimentaire. Les toilettes sont encore à l'extérieur. Il n'y avait rien dans sa maison. Un robinet d'eau froide, une ampoule électrique, il n'y avait rien d'autre. À sa vie, c'était une vie très très simple. Elle n'avait pas de télévision, elle n'avait pas de frigo, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien de tout ça. Donc elle se contentait vraiment de peu, comme autrefois. C'était une vieille maison. Mais c'était son château à elle. Ça lui suffisait. À Aizus, tout le monde connaissait Marguerite Lagrave. À 78 ans, elle était l'une des doyennes du village, une figure locale appréciée pour son grand cœur. Marguerite vit, ça ne s'invente pas, rue des Écoliers. Tous les matins et tous les soirs, elle voit ses enfants passer devant chez elle. Et le soir, en rentrant de l'école, elle a toujours quelques bonbons à leur distribuer. Donc elle sortait, et pour leur donner des bonbons, pour leur parler un peu. Elle adorait les enfants, mais tout le monde la connaissait. Elle est dans le village connue pour cela, pour sa grandeur d'âme, pour sa richesse de cœur. Après ces premières investigations, les enquêteurs ne sont guère avancés. Apparemment, Marguerite Lagrave n'avait aucun ennemi, bien au contraire. Ils vont alors éplucher ses finances, car les gendarmes sont persuadés que ce crime est un cambriolage qui a mal tourné. Marguerite avait-elle des économies qui auraient pu susciter des convoitises ? Ce que les enquêteurs découvrent les rend encore plus perplexes. Marguerite Lagrave n'a pour ainsi dire jamais travaillé. Elle n'a aucune économie. Elle avait une très très petite retraite. Même c'était même pas une retraite, c'était ce qu'on appelle un fonds de solidarité, un truc comme ça. C'est quelques 3000 francs à l'époque que Marguerite s'empressait de retirer en début de chaque mois à la banque postale. On ne peut pas comprendre qu'on cambriole cette maison-là, parce qu'il n'y a rien, mais rien du tout. On a cambriolé la plus pauvre du village d'Aizus. Margot n'avait pas de magot. Tout le monde le savait sur Aizus. Les enquêteurs de la section de recherche de Pau n'en reviennent pas. Un cambrioleur qui jette son dévolu sur l'habitante la plus modeste du village. Ils n'ont jamais vu ça. Mais aucun autre mobile ne se dessine. Pourquoi vouloir du mal à cette vieille dame, si ce n'est par appât du gain? Pour le savoir, les gendarmes doivent retrouver ce meurtrier sans scrupules. Mais très vite, ils se heurtent à un problème. Comme la victime n'avait pas de chéquier, pas de carte bleue, on ne va pas retrouver ensuite éventuellement l'utilisation de son chéquier, de sa carte bleue. Évidemment pas de vidéosurveillance, on est dans un tout petit village de montagne. Les gendarmes sont coincés. Ils n'ont pas la moindre piste, pas le moindre indice pour mettre la main sur le criminel. Leur seul espoir,
que quelqu'un du voisinage ait vu quelque chose. On est dans une rue dans laquelle les gens sont quasiment en vis-à-vis. Donc les enquêteurs espèrent sans doute que derrière un volet, quelqu'un a vu une ombre, a vu une personne qui n'avait rien à y faire. Bref, le petit détail qui va déclencher le déclic. Les gendarmes commencent leur enquête avec Michel, qui habite juste en face de chez Marguerite. Donc, elle a peut-être remarqué quelque chose d'anormal le soir du meurtre. Rien. Bon, il fait nuit tôt, on ferme les volets. Une fois que vous avez les fermés volets, les fenêtres, la télé allumée, vous n'entendez rien. On est au mois de novembre, il fait très froid à cette époque-là, donc tout le monde s'est calfeutré chez soi. Pas de bruit, on n'a rien entendu. Ça, c'est la difficulté immédiate à laquelle sont confrontés les enquêteurs. Pas de petits bouts de ficelle, si vous me permettez l'expression, qui permettent de dérouler un petit peu la pelote de l'enquête. Les gendarmes élargissent alors leur zone de recherche. Ils font du porte-à-porte autour du domicile de Marguerite Lagrave. Tous les voisins sont entendus et leurs efforts vont payer. Et on va tenir une piste. Une Golf noire à liseré rouge a été aperçue la veille des faits par une voisine de Marguerite Lagrave, semblant faire du repérage devant sa maison. Les gendarmes tiennent enfin un indice, une voiture noire qui aurait tourné autour de chez Marguerite le soir du meurtre, comme si quelqu'un était en repérage. Étrange coïncidence. Les enquêteurs se mettent immédiatement à la recherche du conducteur. Les gendarmes épluchent, regardent toutes les voitures qui correspondent aux descriptions faites par les voisins. Ils vont retrouver l'identité de tous les propriétaires de Golf noir du département et vont les croiser avec l'identité des habitants d'Aizus. Un nom va apparaître, un nom va en sortir, celui de Karine Barbour. L'enquête avance enfin. Les gendarmes ont un nom, Karine Barbour. Elle est propriétaire d'un véhicule identique à celui aperçu près de chez Marguerite. 4 jours après le meurtre, c'est la première fois que les enquêteurs ont un début de piste. Alors ils ne perdent pas de temps, ils se rendent au domicile de cette femme pour la questionner. Mais ils vont être déçus. Karine Barbour va très vite être interrogée par les gendarmes et leur fournira en quelque sorte un alibi puisqu'elle dira que le jour des faits, elle était avec son mari, avec ses enfants, dans son logement situé sur la commune d'Oloron à quelques kilomètres de là. Donc a priori, elle a un semblant d'alibi. En tout cas, rien ne permet aux enquêteurs de s'intéresser davantage à elle. La seule piste des enquêteurs vient de s'effondrer. La femme a un alibi, de plus, elle n'a pas le profil. C'est une mère de famille qui mène une vie tranquille. Les gendarmes interrogent alors les autres propriétaires de Golf noir correspondant à la description, mais rien ne colle. Une semaine après le meurtre de Marguerite Lagrave, l'enquête est donc au point mort. Les gendarmes reprennent alors leurs investigations et cette fois, ils partent dans une nouvelle direction. L'hypothèse prioritaire des enquêteurs est qu'elle aurait ouvert cette porte à une personne dont le visage lui était familier. Pourquoi ? Il n'y a pas de trace d'effraction sur la fenêtre principale. Visiblement, la porte n'a pas été forcée. Il faut donc en déduire qu'un individu s'est présenté à la porte. À ce moment-là, elle a sans doute ouvert en toute bonne foi. Elle n'ouvre pas facilement la porte, sauf à ceux qu'elle connaît. C'était une femme qui était très prudente, elle fermait à clé tout le temps, quoi. Donc, quand elle a ouvert la porte, c'est qu'elle connaissait celui à qui elle a ouvert. En plus, il faisait nuit, quoi. Ah non, elle n'aurait pas laissé sa porte ouverte, non, ça c'est sûr. Les enquêteurs vont alors cibler leurs recherches parmi les proches de Marguerite Lagrave. Donc on va chercher ce qui se passe dans le cercle familial. Est-ce que dans cet entourage, il y a des gens avec lesquels elle était en bon terme, en mauvais terme? Est-ce qu'il pouvait y avoir des histoires de dettes, d'argent, etc. Ils cherchent toutes les personnes qui auraient eu un mobile pour aller chez Margot Lagrave avec la volonté de trouver de l'argent. Et les gendarmes ne vont pas chercher bien longtemps. Ce sont les habitants du village qui vont les mettre sur une nouvelle piste. Car dans les rues d'Aizus,
Les langues se délient. Le meurtre de Marguerite est au centre de toutes les conversations et chacun y va de sa petite enquête. Petit à petit, la vindicte populaire désigne des proches de Marguerite Lagrave et pas n'importe lesquels. C'est Sonia, sa nièce, et son mari Bruno que tout le village regarde de travers. Des rumeurs commencent à bruire dans le village. On raconte que des neveux et nièces auraient récemment fait des travaux assez importants à leur domicile. On s'étonne que ces neveux et ces nièces entreprennent, suite au décès de leur tante, des travaux onéreux. On s'imagine peut-être que ces travaux ont été financés avec quelques trésors découverts au domicile de la défunte. Voilà les bruits qui courent dans tout le village. Sonia et Bruno auraient réalisé les travaux de leur nouvelle maison avec l'argent dérobé chez leur vieille tante Margot. Ces soupçons reviennent vite aux oreilles des intéressés. Nous, on a appris par hasard que c'était sur nous qu'était la rumeur et on ne sait pas pourquoi. Alors, oui, avec mon mari qui travaillait et on a acheté la maison où on est. Mais si tous les gens comme ça sont des meurtriers, il y en a partout. Et de toute façon, quand ma tante a été assassinée, on avait déjà acheté la maison. On avait déjà commencé les travaux. Pour moi, c'est de la méchanceté. Pendant plusieurs semaines, Sonia et Bruno supportent le poids des soupçons et subissent le regard des autres. Il y a des gens qui ne nous disent plus bonjour. On est surveillés. Il y a des voitures qui passent tout doucement devant la maison. Il y a des gens qui passent à pied, qui regardent. Ils se plaignent à la mairie. Beaucoup de plaintes contre nous à la mairie. Ça m'a fait vraiment mal d'être désignés sans avoir rien fait et sans raison. Au fil des jours, la rumeur se fait de plus en plus insistante, si bien que même les gendarmes s'y intéressent. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret contre le neveu et la nièce, juste des soupçons. Mais les gendarmes piétinent toujours dans leur enquête, alors ils interpellent Sonia et Bruno et les placent en garde à vue. C'était un vrai choc. Ils sont arrivés à 6h le matin. Et là, ça a été la perquisition. Bruno, garde à vue à Pau. Et moi, au droit. Moi, j'ai un interrogatoire musclé. On voulait me faire avouer que c'était mon mari qui était coupable. J'ai failli prendre une claque, je ne l'ai pas prise. J'étais à bout. Mais je n'ai pas craqué puisque ce n'était pas lui. La garde à vue va être éprouvante, mais finalement les enquêteurs feront chou blanc puisque l'origine des travaux, celle qui était dénoncée, se révélera totalement légale. Les travaux ont été financés par les économies, il n'a jamais été question de réinvestir le produit d'un vol commis au domicile de Marguerite Lagrave. Rien ne permet donc d'inculper Sonia et Bruno, ils sont officiellement mis hors de cause. L'assassin, lui, court toujours. Les gendarmes n'ont pas le début d'un indice pour remonter sa piste. Pourtant, ils font tout leur possible pour arrêter ce tueur sans scrupules. Mais les mois passent, puis les années. 4 ans après le drame, il faut se rendre à l'évidence, le meurtre barbare de Marguerite Lagrave restera sûrement impuni. En 2005, le juge d'instruction qui était saisi du dossier va rendre une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il va, sans doute pas de gaieté de cœur, considérer qu'après 4 ans d'investigation, on a fait le tour de toutes les hypothèses possibles. Alors non-lieu, ça veut dire quand même qu'on réserve l'hypothèse que des éléments nouveaux surviennent, sous réserve de l'écoulement du délai de prescription. Le juge d'instruction, il a donc 10 ans pour éventuellement réouvrir le dossier. Pour rouvrir un dossier de nature criminelle, il faut soit l'hypothèse d'un événement révélé par la suite, de façon tout à fait fortuite, soit par un rebondissement inattendu. Ce rebondissement surviendra 12 ans après le meurtre de Marguerite Lagrave. Le 14 mars 2013, alors que tout le monde a renoncé à trouver un coupable, un événement inespéré vient relancer l'enquête. Lacanau, en Gironde, à plus de 300 km d'Aizus. Ce jour-là, une femme du nom de Karine se présente à la gendarmerie.
Cette gendarmerie, Karine la connaît bien puisqu'elle vient régulièrement y déposer des plaintes et des mains courantes contre son ex-mari, un certain Daniel. Car depuis leur séparation houleuse, Karine et Daniel se déchirent. Il y a un contentieux fort concernant la garde des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire. Dans ce cadre-là, elle va avoir des relations régulières avec un gendarme femme de Lacanau qui, à chaque fois, l'auditionne. Et elle va petit à petit parler à ce gendarme, et notamment lui parler de son ex-mari, dire qu'elle est terrorisée par cet homme, que cet homme l'a menacée. Cette Karine raconte que la veille au soir, son mari se serait montré encore plus menaçant que d'habitude. Il lui dit, si tu continues, moi je vais te tuer et je vais te faire ce que j'ai fait à la vieille. Et elle explique bien sûr qu'ils étaient à Isus à l'époque et qu'elle a des soupçons puisque effectivement il y avait une vieille qui avait été tuée à l'époque. La gendarme de Lacanau ne laisse rien paraître, mais elle enregistre immédiatement l'information. Une vieille dame tuée il y a plus de 10 ans à Isus. L'histoire ne lui dit rien, mais elle fait le nécessaire. Cette gendarme appelle ses collègues à Pau pour essayer de savoir si éventuellement, 10-12 ans avant, une personne âgée aurait été tuée dans des conditions violentes, dans la zone qui était la leur, Oloron, Isus. Les gendarmes font de rapides recherches et se rendent compte qu'effectivement, en novembre 2001, un crime non élucidé a été commis et que l'enquête est clôturée depuis 2005. Ce crime, c'est celui de Marguerite Lagrave, une histoire enterrée depuis près de 12 ans. Mais les gendarmes restent prudents. Une femme qui accuse à tort son mari pour avoir la garde des enfants, ce ne serait pas la première fois. Mais certains détails vont vite les persuader que cette Karine Barbour dit peut-être vrai. Madame Barbour, quand elle parle à cette gendarme, elle donne des éléments très précis, qui correspondent parfaitement, notamment sur la manière dont Madame Lagrave a été agressée. Et ces éléments-là orientent immédiatement, enfin donnent du sérieux, donnent du poids et donnent du crédit tout de suite à ces accusations. On constate que les informations qui ont été données par Karine Barbour sont des informations qui ne pouvaient être connues que par celui qui aurait participé au meurtre. Jamais la presse n'a évoqué les précisions qu'elle donne à cette gendarme. Un exemple, le meurtrier a enfoncé ses doigts dans les orbites de Margot Lagrave. Donc, seule une personne proche des faits peut savoir cela, parce que ça n'a pas transpiré. Or, c'est une révélation que fait Karine Barbour. Le détail fait tilt. Comment cette femme, à plusieurs centaines de kilomètres de distance, peut-elle être informée de détails qui ont été tus jusqu'à présent? Les enquêteurs sont stupéfaits. Et ils le sont d'autant plus lorsqu'ils comprennent que cette Karine est la fameuse Karine qu'ils avaient auditionnée 12 ans plus tôt, après que des voisins ont signalé sa voiture, une Golf noire à liseré rouge, en train de rôder le soir des faits autour de la maison de Marguerite Lagrave. Ce témoignage est un coup de théâtre inespéré. Mais avant de s'emballer, les gendarmes veulent savoir à qui ils ont affaire. Ce couple a-t-il le profil de tueur de vieilles dames? Pour le savoir, ils fouillent le passé de Karine Barbour et de Daniel Treille, son ex-mari. Daniel Treille et Karine Barbour, au moment des faits, en 2001, ils ont pour Daniel Treille 27 ans, pour Karine Barbour 25 ans. Aucun antécédent judiciaire pour l'un et pour l'autre. Ils ont 2 enfants. Ils vivent dans des conditions très modestes. Lui est ouvrier dans la vallée. Elle a une formation de coiffeuse à domicile, mais elle ne travaille pas. Karine Barbour a toujours vécu à Isus comme ses parents avant elle. Daniel Treille, lui, est originaire d'Oloron-Sainte-Marie, un village voisin. Un couple a priori sans histoire, apprécié dans la région. Après 10 ans de vie commune et 3 enfants, Karine et Daniel se séparent et ce sont leurs divergences qui vont attirer l'attention des enquêteurs.
Ils forment un couple assez déséquilibré. En ce sens que, il y a déjà une différence, j'allais dire physique, de corpulence entre l'un et l'autre. Monsieur Treille est quelqu'un de très petit. Un homme qui mesure 1m60 et qui pèse 55 kg, c'est quelqu'un qui est chétif pour un homme. Karine écrase son mari Daniel. Elle l'écrase d'abord de par son physique. Karine Barbour, à l'époque des faits, c'est 1m70 pour quelques 150 kg. Karine l'écrase dans tous les sens du terme. Manipulatrice, arrogante, hautaine. Quelqu'un qui, de toute évidence, était le cerveau de ce couple, celle qui portait la culotte. Et pour accroître le caractère un peu faible de Monsieur Treille, il est même placé sous curatelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable, à vrai dire, de s'occuper de ses papiers, de s'occuper un petit peu de la gestion courante de la famille. C'est plutôt sa femme qui s'en occupe. Les enquêteurs tombent des nues. Le portrait de Karine Barbour ne colle pas du tout avec la femme terrorisée par son ex-mari qui est venu porter plainte à la gendarmerie. Karine Barbour cacherait-elle encore d'autres choses? Pour en savoir plus, les gendarmes décident de poursuivre leurs investigations en toute discrétion. Le couple est donc placé sur écoute téléphonique et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. On tombe sur des révélations qui sont absolument sidérantes. On se rend compte que, contrairement à ce qu'elle a raconté, elle n'est absolument pas sous la coupe de cet homme, elle ne cherche absolument pas à le fuir, bien au contraire, elle lui fait des pressions et des chantages permanents. Elle lui dit, si tu me donnes 100 000 euros, si tu renonces par écrit et par papier de justice, par avocat et justice, à voir nos enfants, eh bien, je te laisse tranquille, à défaut, je te dénonce et je dénonce le fait que c'est toi l'auteur du meurtre de Marguerite. Ce qu'elle n'a sans doute pas suffisamment anticipé, c'est que Daniel, lui, ne va pas rester passif et apeuré, bien au contraire. Au téléphone, il lui répond « Mais de toute façon, j'en ai rien à foutre, t'es aussi impliqué que moi ». Daniel Treille lui dit « T'es aussi complice que moi ». Et il donne des éléments en disant « T'étais là, c'est toi qui m'as accompagné ». Il l'incrimine également. Karine Barbour n'a pas appris par des confidences le meurtre de Marguerite Lagrave, elle y aurait en quelque sorte participé. Pour les gendarmes, le scénario commence enfin à se dessiner. Daniel Treille est bien impliqué dans le meurtre de Marguerite Lagrave. Et de toute évidence, il n'est pas le seul. Karine Barbour serait sa complice. Les gendarmes se rendent compte à ce moment-là qu'elle les a probablement instrumentalisés. Ils n'ont pas face à eux une femme désarmée, désarçonnée et ravagée par l'ampleur du secret qu'elle jugerait ignoble, bien au contraire. Et quelqu'un qui a une idée en tête, une seule idée en tête, c'est enfoncer son mari dans cette affaire, dégager sa responsabilité et récupérer de l'argent peut-être et la garde de ses enfants certainement. Elle avait dénoncé ces faits pour faire tomber son ex-époux et elle se retrouve entraînée dans sa chute. Les enquêteurs de la section de recherche de Pau qui ont repris l'enquête ont à présent la certitude qu'ils tiennent enfin les meurtriers de Marguerite Lagrave. Mais une question les interpelle. Pourquoi Karine Barbour aurait-elle dénoncé un crime qui risquait de la conduire elle aussi en prison? C'est en fouillant son ordinateur que les enquêteurs vont trouver la réponse. Elle s'est renseignée sur Internet, sur toutes les questions de prescription, pour voir à quel moment le meurtre était prescrit. Elle essaie d'avancer assez prudemment avant de faire un pas officiel, je dirais, à savoir se confier à la gendarmerie. Elle sait qu'un crime se prescrit par 10 ans. Ce qu'elle ne sait pas en revanche, parce qu'elle n'a pas poussé assez loin ses recherches, c'est que la prescription ne court qu'à compter de l'ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu date de 2005,
La prescription aurait été acquise en 2015. Lorsqu'elle se confie aux gendarmes de Lacanau, c'est malheureusement 3 ans trop tôt. Et elle va le payer comptant. Des recherches sur Internet suspectes, des écoutes téléphoniques accablantes. Les gendarmes ont désormais suffisamment d'éléments à charge contre Daniel Treille et Karine Barbour. Le procureur ordonne leur arrestation et leur placement en garde à vue. Le 10 septembre 2013, les gendarmes auditionnent les suspects. Ils espèrent enfin avoir la réponse aux questions qu'ils se posent depuis 12 ans. Qui sont ces meurtriers capables de tuer une vieille dame sans défense? Et surtout, pourquoi ont-ils jeté leur dévolu sur Margot à la vie si simple? C'est Daniel Treille qui est interrogé le premier. Daniel Treille va très vite passer des aveux complets. Oui, il est l'auteur du meurtre de Marguerite Lagrave. Il va accepter de donner tous les détails dont il se souvient. Pour les gendarmes, c'est une première satisfaction. Ils tiennent enfin le meurtrier de Marguerite Lagrave. Mais ils veulent maintenant connaître son mobile. Et l'explication qu'il donne va atterrer les enquêteurs. Il explique qu'à cette époque, la famille Treille-Barbour et leurs enfants rencontrent quelques difficultés financières. Qu'ils ont acheté une petite maison dans le domaine d'Aizus et que, en faisant des travaux de rénovation, ils ont découvert un bas de laine renfermant quelques milliers de francs. Ils avaient trouvé, caché, une espèce de magot qui avait été abandonné par l'ancien propriétaire. On est un ancien franc, mais de l'ordre de 30 ou 40 000 francs. Ce magot, découvert par hasard, est une aubaine pour Daniel Treille et Karine Barbour. Ils le dilapident très vite car leur situation financière est désastreuse. Sitôt le dernier sou dépensé, ils cherchent le moyen de s'en procurer d'autres. Ils vont alors se persuader que tous les anciens du village cachent chez eux un bas de laine comme celui qu'ils ont trouvé, et notamment la vieille Margot, qu'ils connaissent bien. On est manifestement dans cet imaginaire, dans cette image d'une vieille personne à la campagne qui a économisé petit à petit toute sa vie et qui, au lieu de le placer à la banque, a placé son argent dans une espèce de bas de laine entre deux draps ou caché dans un trou de la maison. Et l'idée a germé dans leur esprit tordu que la plus pauvre du village, à savoir Marguerite Lagrave, Margot, que celle-ci était peut-être la plus riche, qu'elle était peut-être proportionnellement aussi riche qu'elle n'en paraissait pauvre. Et l'idée va germer de la cambrioler. Daniel Treille va expliquer qu'en fait, Marguerite Lagrave a été choisie par Karine Barbour, qui la connaît, puisque Karine Barbour a habité avec ses parents à Aizus lorsqu'elle était enfant et jeune fille. Elle sait que cette maison est habitée par une vieille dame. Elle sait que la victime n'opposera aucune résistance. Le sort tragique de Marguerite Lagrave est à ce moment-là scellé. Selon Daniel, c'est Karine qui aurait désigné leur victime. Les enquêteurs veulent justement connaître sa version de l'histoire. Ils l'interrogent à son tour dans la salle d'à côté, mais elle est catégorique. Elle n'est pour rien dans toute cette affaire. Elle n'était pas d'accord pour cambrioler chez Marguerite Lagrave, mais elle n'a pas eu le choix. Son mari l'aurait forcée à l'accompagner. Karine Barbour dit « J'ai été battue ». En dépit de nos différences physiques, oui, j'ai été une femme qui a été battue. C'est un homme qui buvait et qui pouvait être violent dans ces circonstances. Face aux enquêteurs, Karine Barbour joue à nouveau les victimes. Elle n'a fait qu'obéir aux ordres de son mari, rien de plus. Une version qu'elle maintient tout au long de sa garde à vue. Les enquêteurs poursuivent alors l'interrogatoire de Daniel Treille, qui se montre décidément plus bavard. Et il continue d'accabler son ex-femme. Il la désigne comme le cerveau de cette funeste soirée du 11 novembre 2001. Daniel Treille raconte assez rapidement que
Dans cette journée du 11 novembre 2001, il y aurait eu un repas un peu alcoolisé et donc Karine l'aurait chauffé en lui disant « Tu sais, on a des grosses difficultés financières. » Karine Barbour, comme d'habitude, nous dit-il, va lui pourrir la vie, à lui dire « On n'a pas d'argent, il faut qu'on fasse ce cambriolage, je suis sûr qu'elle a de l'argent, on risque rien. » Et dans l'après-midi, ils vont, entre guillemets, repérer les lieux. Et ils vont passer devant chez Marguerite. Elle va lui dire, voilà, tu descendras là, tu iras chez elle, et puis moi je continue, je vais en haut de la côte de l'école, je t'attends là, et ensuite on repart dès que tu as trouvé ce qu'il faut. Une fois les repérages terminés, Daniel Treille et Karine Barbour rentrent chez eux à Oloron, à 7 km d'Aizus. Et ils attendent la tombée de la nuit pour mettre leur plan à exécution. Ils vont repartir le soir, vers 20h. Karine Barbour est au volant, c'est elle qui conduit. Il y a leurs 2 enfants, l'aîné qui a 3 ans et le second qui a 1 an à ce moment-là, qui sont à l'arrière de la voiture. Toute la famille part. Les enquêteurs sont effarés. Daniel Treille avoue qu'ils ont emmené leurs enfants dans cette virée macabre, comme une petite sortie en famille. Vers 20h, ils arrivent tous ensemble devant le domicile de Marguerite Lagrave. Daniel sort du véhicule, Karine lui tend un couteau au cas où. Au cas où quoi? Daniel Treille descend, prend et le couteau et des gants en polaire, et Karine Barbour repart en voiture jusqu'à la placette qui est en haut de la côte de l'école. Et Karine va faire le guet, avec ses 2 enfants à l'arrière. Daniel Treille va s'approcher de la porte et il y a un filet de lumière à l'intérieur, donc Marguerite n'est certainement pas couchée, et il va pousser la porte, et puis la porte elle s'ouvre, parce qu'en fait la porte n'est pas fermée, donc il va pénétrer, la pièce est vide. Daniel Treille explique aux enquêteurs qu'il commence à fouiller le rez-de-chaussée. Lorsque, soudain, Marguerite, qui se trouve à l'étage, descend les escaliers car elle a entendu du bruit. Marguerite Lagrave descend les escaliers. Le face-à-face est immédiat. Elle dit qu'est-ce qui se passe, qui est là. Et Daniel Treille va nous dire j'ai été paniqué, tétanisé. Daniel expose que Marguerite se jette sur lui, qu'elle l'empêche de partir, lui qui se dirige vers la porte qu'il n'arrive pas à ouvrir car entre-temps elle s'est refermée. Il ne sait plus quoi faire, Marguerite vient vers lui, il nous explique qu'il va se protéger avec la main qu'il va placer sur le visage de Marguerite, d'où les marques sur les yeux. Elle va la gripper, il va prendre le couteau, elle va tomber, il va tomber sur elle, et en tombant sur elle, il porte un coup de couteau. Marguerite agonise. Et Daniel va finalement faire ce qu'il était venu faire. Il va enjamber le cadavre de cette vieille femme qui se vide de son sang. Il va fouiller de longues minutes durant l'intégralité du domicile de Margot et va retourner chacun des objets qui la composent. Mais Daniel Treille prétend être reparti les mains vides, car selon lui, Marguerite n'avait ni économie ni objet de valeur. C'est donc bredouille qu'il aurait retrouvé sa femme. Karine Barbour attend son mari un peu à l'écart dans la fameuse Golf noire avec liseré rouge. Lorsque Daniel Treille ressort de la maison, elle le récupère en voiture. Il lui dit que ça s'est mal passé, que Marguerite Lagrave est morte. Et puis ils vont rentrer chez eux et ils vont vivre avec ça sur la conscience sans la moindre difficulté pendant plus de 10 ans. L'enquête avance cette fois à pas de géant. Les gendarmes ont désormais des aveux détaillés, précis, mais il reste une zone d'ombre. Daniel Treille jure qu'il venait juste commettre un cambriolage et qu'en aucun cas il ne voulait la mort de Marguerite Lagrave. Une version qui est loin de convaincre les enquêteurs.
Il n'est pas cagoulé. Or là, en venant à visage découvert, en étant reconnaissable par elle, il prenait le risque que Marguerite le dénonce, sauf s'il la tuait. Selon les enquêteurs, Daniel Treille aurait dès le départ envisagé de tuer Marguerite Lagrave. Et cela change tout, car il y aurait alors préméditation, et la peine encourue n'est pas la même. Il reste une autre interrogation majeure. Daniel Treille est-il, comme il l'affirme, réellement reparti bredouille de chez Marguerite Lagrave? Les gendarmes n'y croient pas. Daniel Treille a toujours nié avoir volé quelque chose chez Margot Lagrave. On n'a pas trouvé sa pension. Quand elle va en ville, elle retire sa pension complète. Elle ne laisse rien à la banque. Il n'est pas question. Donc elle ramène tout chez elle. Donc on était le 11 du mois, autant dire qu'elle venait d'y aller. Donc de toute façon, de l'argent, ils en ont trouvé. Donc tout milite en faveur d'un vol crapuleux, c'est d'autant que l'étude des comptes bancaires du couple Treille-Barbour permettra de découvrir que durant les semaines ayant suivi, il n'y avait finalement que très peu de prélèvements sur leur compte bancaire et on peut imaginer qu'ils ont vécu des quelques dizaines, centaines de francs qu'ils avaient réussi à dérober à Margot. Pendant les 48 heures de garde à vue, les enquêteurs questionnent inlassablement Daniel Treille. Mais le suspect n'en démord pas. C'était un cambriolage qui a mal tourné, rien d'autre. Les enquêteurs n'en sauront pas plus. En revanche, ils obtiennent une information inespérée. La localisation de l'arme du crime, ce couteau avec lequel Daniel Treille a égorgé Marguerite Lagrave et qui n'a jamais été retrouvé. Daniel va indiquer lors de sa garde à vue que ce couteau, il s'en est débarrassé en le donnant à un de ses meilleurs amis. C'est un cadeau empoisonné, mais l'idée, nous dit-il, vient de Karine Barbour. Et Karine Barbour ne supporte pas ce garçon. Un plan machiavélique. Karine aurait eu l'idée d'offrir l'arme du crime à un de leurs amis. Ainsi, c'est lui que les gendarmes accuseront si le couteau est retrouvé. Elle va avec lui pour remettre ce cadeau à cet ami qui va le conserver précieusement parce qu'il a le goût des couteaux et il va le placer sur sa cheminée où il va rester pendant plus de 10 ans. Les enquêteurs vont tout de suite chez cet ami, chez Roger, et Roger va dire « mais oui, il m'a remis un couteau, mais le couteau il est toujours là et je vous remets le couteau ». La découverte du couteau, c'est un miracle. Au plan de l'enquête, je suis certain que les gendarmes n'ont pas imaginé un instant qu'ils le retrouveraient. Donc c'était une occasion bénie. Il y avait une chance sur 1 million pour qu'elle soit effectivement retrouvée. Et les gendarmes vont décidément avoir de la chance, car la découverte du couteau n'est pas le seul miracle. On va faire une analyse ADN sur ce couteau. Et on trouve des traces de sang dans les jointures du couteau. Et le sang qui est retrouvé est celui de Margot Lagrave. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils ont retrouvé l'ADN de la victime sur l'arme du crime 12 ans après les faits. Pas de traces en revanche de l'ADN du meurtrier. Mais qu'importe, les aveux sont là. À l'issue de la garde à vue, Daniel Treille et Karine Barbour sont mis en examen et incarcérés à la maison d'arrêt de Pau. Dans la vallée, l'affaire fait grand bruit. La presse régionale titre sur le meurtre d'Aisus, enfin résolu. Les habitants du village sont stupéfaits de découvrir l'identité du meurtrier et de sa complice. Tout le monde les connaissait et personne ne les avait jamais soupçonnés. Le jour où on a découvert que dans le journal qu'il y avait les meurtriers, d'abord je n'y ai pas cru. Elle, on la connaissait, on l'a vraiment connue, elle avait 12 ans. Déjà, un inconnu, c'est difficile, mais alors, des gens connus, c'est choquant. Parce qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse faire ça. Jamais j'aurais pensé que c'était lui. Il avait l'air tout gentil, il s'arrêtait devant chez Margot, elle donnait des bonbons aux enfants. Mais de là à aller l'assassiner, c'est notre paire de manches. Hein. On ne peut plus faire confiance à personne, il faut se méfier de tout le monde. Rester loin. Voilà ce qu'on a appris.
Dans le village, tout le monde est impatient de connaître le sort que la justice réserve à Daniel Treille et Karine Barbour. Le procès s'ouvre le 27 novembre 2015 devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Les habitants d'Aizus sont venus nombreux. Cela fait près de 15 ans qu'ils attendent de voir les bourreaux de Marguerite Lagrave dans le box des accusés. Et l'enjeu est primordial. Karine Barbour, présentée par son complice comme le cerveau de l'affaire, continue de nier. Va-t-elle craquer pendant le procès ? Daniel Treille, lui, a toujours reconnu le meurtre de Marguerite Lagrave, mais il maintient que son geste n'était pas prémédité. Sa version va-t-elle convaincre les jurés ? Si l'assassinat est retenu, il risque la perpétuité. Karine Barbour, toute sa ligne de défense était de dire « Moi, je ne suis pour rien là-dedans. Voilà, c'est lui qui est entré dans la maison et c'est lui qui a tué Madame Lagrave. » Elle n'est peut-être pas pénalement responsable du meurtre de Margot, mais moralement, l'entière responsabilité lui incombe. Sur cette histoire, il faut éviter les amalgames. Sans Karine Barbour, il n'y a peut-être pas de tentative de cambriolage. D'accord. Mais ce n'est pas parce que Karine Barbour est dans la voiture que tout l'aspect criminel, sordide, sanguinolent, je serais tenté de dire, des faits, Karine Barbour n'y est strictement pour rien. Tout au long du procès, les accusés restent campés sur leur position. Mais si Daniel Treille évoque avec émotion la mort de Marguerite Lagrave, Karine Barbour, elle, reste impassible. Le côté désagréable de Karine Barbour est apparu au grand jour. Cette personnalité, en Béarn, on dit cabourute, forte tête, qui sort sa version avec un aplomb terrible. Et d'un côté, Daniel Treille qui est un peu plus en retrait. Au terme d'un délibéré de 2 heures, les jurés rendent leur verdict. Daniel Treille est condamné pour meurtre précédé ou suivi de vol avec arme. La préméditation n'est pas retenue. Il écope de 20 ans de réclusion. Karine, quant à elle, est condamnée pour simple complicité de tentative de cambriolage à 13 ans de réclusion. Elle fait appel du verdict et verra sa condamnation réduite à 10 ans de prison. Pour la famille de Marguerite Lagrave, le verdict n'apaisera jamais la perte de leur Margot. Heureusement, c'est pas à nous à juger. Parce que sinon, c'est perpétuité qu'elle aurait pris. Et qu'ils auraient pris, pardon. Mais bon. Mais comme je vous ai dit, il y a les juges, il y a les jurés, il y a les avocats qui ont fait leur travail. Nous, on n'a rien à dire. Elle faisait de mal à personne. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle prenait toujours part à nos petits malheurs et tout, quoi. Nos malheurs comme nos joies, voilà. L'ironie cruelle de cette affaire, c'est qu'ils auront cambriolé la plus pauvre du village. C'était cette vieille dame rue des Écoliers sur son perron qui distribuait des bonbons aux enfants. Et cette femme, lorsqu'on la retrouvera, égorgée, morte dans des conditions d'une violence inouïe, cette femme, dans sa poche, avait encore un bonbon. Maintenant, c'est fini. On sait qui c'est, on sait pourquoi. Donc, ils sont punis. Et elle est punie pour toute la vie. Direction le Minnesota aux États-Unis. Le 8 mai 1979, la jeune Marlies Vollenhaus est violemment agressée dans la ferme familiale. Elle ne survit pas à ses blessures. Pendant plus de 15 ans, le crime reste impuni, jusqu'à ce qu'une unité spécialisée dans les affaires classées fasse rebondir l'enquête. Mais cela suffira-t-il à mettre la main sur le meurtrier de la jeune Marlies ? Trop jeune pour mourir, une nouvelle enquête de chronique criminelle. Marlies était une superbe petite fille. Elle était très heureuse. Nous étions très proches toutes les deux. Elle avait en permanence un sourire sur le visage. Elle était sympathique avec toutes les personnes qu'elle rencontrait. Elle rayonnait.
Marlies respirait la joie de vivre. L'attitude de Marlies ce dimanche-là n'était pas habituelle. Elle n'était pas aussi joyeuse que d'habitude, et j'aurais dû essayer de savoir pourquoi. Oh, c'est pas vrai. Marcy! Elle était couverte de sang, de la tête aux pieds. La victime avait été agressée avec une sorte de marteau. Les éclaboussures de sang indiquent qu'elle a continué d'être violentée et qu'elle a été laissée pour morte. J'étais terrifiée. Je n'avais jamais vu un acte d'une telle violence. Il n'y avait pas de preuves, pas de témoins, pas même de faits. Les officiers de police avaient d'autres affaires à gérer. Mais pour Fran, il n'y avait que celle-là parce qu'il s'agissait de sa fille. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour cette enquête. Nous devions résoudre cette affaire. Afton, dans le Minnesota. Une petite ville rurale paisible, près de Minneapolis-Saint-Paul. Après une longue journée de travail, Fran Wallenhaus Munday, mère de 3 enfants, rentre chez elle. Marcy? Comme tous les jours, Marcy, sa fille aînée de 18 ans, devrait déjà être rentrée du lycée. Marcy? Oh, c'est pas vrai. Marcy, c'est pas possible. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Elle était couverte de sang, de la tête aux pieds. Envoyez une ambulance! Faites vite! Oh, c'est pas vrai. Je ne pouvais que la serrer dans mes bras. Affolée, Fran appelle les secours afin qu'ils viennent au plus vite. Car la vie de Marlies ne tient plus qu'à un fil. Fran est horrifiée. Qui aurait pu en vouloir autant à sa fille, au point de venir chez elle pour la battre à mort? Les ambulanciers présents sur les lieux ont fait tout leur possible pour stabiliser son état et l'emmener à l'hôpital rapidement. Ils savaient que Marlies devait être prise en charge au plus vite. Tandis que Marlies se bat pour rester en vie, Bob Ellert, l'inspecteur chargé de l'enquête, s'apprête à découvrir une scène de crime hors norme. Le sang de la victime avait éclaboussé les papiers étalés par terre, la table et même le mur. L'attaque avait probablement été perpétrée à l'aide d'une arme et avait été visiblement très violente. La victime avait subi un traumatisme crânien. Nous pensions qu'elle avait été frappée avec un objet lourd, mais nous n'avions rien vu dans la maison qui aurait pu correspondre à un tel objet ou qui portait des traces de sang. Pas d'arme du crime et à première vue, peu de chances de la trouver. Alors le criminel était-il déjà à l'intérieur lorsque Marlies est rentrée? Et si c'est le cas, comment s'était-il introduit dans la maison? La jeune fille connaissait-elle son agresseur? Pour ses proches, c'est l'incompréhension. L'adolescente était adorée de tous. Elle avait en permanence un sourire sur le visage. Elle était sympathique avec toutes les personnes qu'elle rencontrait. Marlies est une bonne élève et a beaucoup d'amis dans son lycée. La jeune fille est aussi serveuse à temps partiel dans un petit restaurant près de chez elle. Ma fille était une personne très à l'écoute. C'était une jeune fille adorable. Suite à son agression, Marlies se trouve entre la vie et la mort à l'hôpital. Sa mère, Fran, attend désespérément des nouvelles. Son nouveau compagnon, Jack Munday, ne tarde pas à la rejoindre. Marlies était toujours au bloc opératoire. Les médecins s'acharnaient à réparer les dommages causés à son cerveau. J'étais dévastée. Mes forces m'avaient quittée. C'était comme si je ne ressentais plus rien. Marlies sombre dans un coma profond après son opération. De leur côté, les enquêteurs explorent toutes les pistes possibles pour retrouver le coupable. Et c'est Fran qui va leur livrer la première information intéressante. Elle a remarqué que sa fille était un peu distraite ces derniers jours. Salut chérie. Salut. Ce soir-là, Marlies est rentrée de sa journée de travail. Tu veux dîner? Et elle n'avait pas l'air dans son assiette. Tu es sûre? Je me suis demandé si elle avait été témoin d'un incident ou si elle avait elle-même vécu quelque chose qui l'avait troublée.
En tout cas, je voyais bien qu'elle avait la tête ailleurs. L'attitude de Marlies montre qu'elle est préoccupée. Il semble que quelque chose de grave soit arrivé et qu'elle ait cherché à en parler à son frère Ray. Je l'ai vu aujourd'hui. Ray raconte à l'inspecteur Ellert qu'une heure avant l'agression, Marlies lui a rendu visite au travail. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose. Mais Ray est trop occupé pour parler à sa petite sœur. À plus. Personne ne sait ce qui inquiète tant Marlies. Mais est-ce la cause de cette terrible agression qui l'a plongée entre la vie et la mort? Bien sûr, c'était toujours ma fille. Mais il n'y avait plus de vie en elle. Son corps était fixe et sa tête était entourée de bandages. Le lendemain, les médecins nous ont expliqué que Marlies était en état de mort cérébrale. Son cerveau ne réagissait plus. Ils nous ont ensuite dit que la famille et les amis pouvaient aller la voir pour lui dire adieu. 2 jours après son agression, Marlies décède, entourée de ses proches. L'émotion laisse vite place à la colère. Fran, sa mère, a besoin de trouver le coupable pour faire son deuil. Ça a été très dur pour nous tous de ne pas savoir qui l'avait agressé aussi sauvagement. Je n'avais jamais vu un acte d'une telle violence. Il y avait tellement d'émotions qui nous traversaient qu'on n'avait plus aucun repère. D'abord la peur, puis la colère et l'incertitude aussi. À ce stade de l'enquête, les proches de Marlies ne comprennent pas quel aurait pu être le mobile de l'assassin de leur fille. Pour les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Washington, il y a peu de pistes à suivre, mais beaucoup d'émotions à gérer. C'était une affaire très lourde, d'abord parce que nous avions un meurtre à éclaircir, mais en plus parce que la victime était une jeune femme assassinée dans sa propre maison, située en marge de la ville. Ce n'était vraiment pas courant dans le comté de Washington. Lorsque l'agression s'est produite, une de mes amies très proches a emmené ses enfants dans son chalet du Wisconsin. Elle était terrifiée. L'autopsie de la jeune fille révèle toute la dimension de l'horreur qu'elle a subie lors de son agression. L'examen médical a montré 2 plaies perforantes profondes dans son cerveau. Nous avons découvert, grâce à l'analyse médico-légale, que la victime avait été agressée avec une sorte de marteau. Ses mains étaient cassées, ce qui montre qu'elle s'est protégée. Les éclaboussures de sang indiquent qu'elle a continué d'être violentée et qu'elle a été laissée pour morte. Le coupable avait visiblement l'intention de blesser profondément Marlies. Mais pour quelle raison? Les enquêteurs pensent que le degré de rage dans lequel il se trouvait indique qu'il avait sans doute un mobile précis. Il y a de nombreux consommateurs de drogue dans la zone d'Afton. Donc nous nous sommes demandé si la drogue n'était pas en cause dans cette affaire. Cette théorie mène les détectives sur la piste de Tom Cartoni, un voisin des Wallen House, qui a déjà été incarcéré pour conduite en état d'ivresse et pour des délits liés aux stupéfiants. Tom Cartoni vivait lui aussi dans la rue Trading Post, à environ 800 mètres de chez nous. Tout le monde savait que ce n'était pas un garçon fréquentable. Tom Cartoni disait autour de lui qu'il voulait coucher avec Marlies pour rester correct. Mais le jeune homme n'est pas le seul à être dans le collimateur de l'équipe du shérif. Dennis Sipe est un vagabond qui erre dans les bois derrière la propriété des Wallen House. Et il a un casier judiciaire bien rempli. Il a déjà été arrêté pour violation de propriété, cambriolage et agression. J'aurais besoin de savoir où vous étiez ce soir-là. Il fallait s'y attendre. Dennis Sipe affirme qu'il ne sait pas ce qu'il faisait le jour du meurtre. Aucune idée. Quant à Tom Cartoni, il déclare qu'il faisait de l'autostop dans l'Iowa. Mais le voisin des Wallen House n'est pas tiré d'affaire pour autant.
On a déterminé qu'il aurait facilement pu revenir à temps pour commettre le meurtre. Mais en fait, il a menti sur son alibi. Il est donc devenu le suspect numéro 1 dans cette affaire. Tom Cartoni est peut-être devenu le principal suspect, mais les informations qui le relient, lui ou Dennis Saip, à l'assassinat de Marlis, ne suffisent pas à les mettre en examen. Tous deux sont relâchés, avec l'interdiction de quitter la ville. La police doit élargir sa liste de suspects. Elle va donc se pencher plus précisément sur l'entourage proche de la jeune fille. Lors d'un interrogatoire, Fran mène les enquêteurs sur une piste des plus étonnantes, celle de son ex-mari et ancien beau-père de Marlis, Greg Lou. Il avait menacé de me tuer si j'essayais un jour de le quitter. Les relations entre les époux étaient devenues très compliquées et ils avaient entamé une procédure de divorce. Arrête de me parler comme ça! Mais tu me rends fou! On aurait vraiment dit qu'il voulait me tuer. Je vais te faire taire! Non, arrête! Mais si Greg Lou en avait après sa femme, pourquoi aurait-il attaqué sa belle-fille? Je peux vous appeler Greg? Il est désormais dans la ligne de mire de l'inspecteur. Parlez-moi de votre divorce. Et va devenir le principal suspect de l'enquête. Je vous l'ai dit, je venais de prendre l'avion à Chicago. Il soutient qu'il était en voyage au moment du meurtre. Et il a des témoins pour confirmer son alibi. Mais cela ne le met pas complètement hors de cause. Il aurait pu commanditer l'attaque depuis l'endroit où il se trouvait. Les enquêteurs ne pensaient pas qu'il l'avait tué. Ils pensaient qu'il avait engagé quelqu'un pour le faire. C'était Fran qui aurait dû rentrer la première. Donc, selon eux, le meurtrier se serait trompé de victime. Greg aurait-il engagé un tueur à gages à Chicago pour tuer Fran? Il aurait vraiment été capable de me tuer. Si cette théorie est vraie, alors Marlis aurait été victime d'une erreur d'identification. Elle ne serait que le dommage collatéral d'un conflit qui la dépassait. Il n'est peut-être pas innocent. Ce qui voudrait dire que la vie de Fran est toujours menacée. L'inspecteur m'a demandé s'il y avait un endroit où je pouvais me réfugier hors de la région. Quand je l'ai su, j'étais terrifiée. Je savais qu'il était prêt à tout. À ce moment-là, Fran était considérée comme une victime potentielle. Donc la police lui a demandé de quitter l'État. Elle devait garder secret son lieu de résidence. Face aux dangers qui menacent Fran, la police travaille jour et nuit pour collecter des informations supplémentaires. Les premiers mois qui ont suivi le décès de Marlis ont été capitaux pour l'enquête. Les officiers connaissaient Marlis et ils ont fait du très bon travail. Ils étaient consciencieux et se sentaient très impliqués dans l'affaire. Pourtant, malgré les efforts des enquêteurs, l'affaire progresse lentement et les moyens dont ils disposent sont limités. Après quelque temps, je ne pouvais plus être à 100% sur ce dossier, j'avais d'autres tâches à gérer. Le reste de l'équipe poursuivait l'enquête, et j'aurais aimé les aider un peu plus. Mais il y avait d'autres affaires à résoudre en parallèle. Les semaines se transforment en mois, et pour Fran et son compagnon, il est de plus en plus difficile d'obtenir des réponses. La police est malheureusement à court de pistes. Mais Fran ne compte pas laisser les enquêteurs baisser les bras. Elle veut retrouver le meurtrier de sa fille par tous les moyens. Je suis venue en ville aujourd'hui pour savoir s'il y a du nouveau dans l'affaire. Nous faisons tout ce que nous pouvons, je vous assure. Fran et son compagnon étaient frustrés par l'enquête. Où est l'inspecteur Ellert? Ils étaient persuadés que la police les menait en bateau, mais ce n'était pas vrai. Les officiers de police avaient d'autres affaires à gérer. Mais pour Fran, il n'y avait que celle-là parce qu'il s'agissait de sa fille. Nous étions frustrés, c'est certain, parce que la police manquait de preuves et ne prenait pas en compte les éléments que nous apportions. La réalité, c'est que la police n'était pas en mesure d'axer tous ses moyens sur une seule affaire. Parce qu'au fur et à mesure du temps, de nouveaux dossiers se présentent et ils deviennent une priorité à leur tour. Le dossier en question avait été placé tout en haut d'une étagère, certainement sous un tas de poussière. J'étais très en colère qu'ils ne prennent pas cela au sérieux. Déçue par la lenteur de l'enquête, Fran se tourne vers les médias pour trouver de nouvelles pistes. Elle raconte la tragique histoire de sa fille à la télévision. La police, elle, offre $10 000 pour un témoignage. Cette récompense était offerte par une personne de la communauté pour que des témoins se manifestent.
Parce que lorsqu'une personne de la communauté est blessée, c'est tous les autres qu'ils sont aussi. À la fin de l'année 1981, 2 ans après le crime, une brèche s'ouvre enfin. Un homme cherchant à attirer l'attention fait d'étonnantes révélations. Joseph Touré, 30 ans, détenu à la prison du comté de Sherburne, avoue être l'auteur de 5 meurtres, dont celui de Marlis Wallenhouse. Il n'y avait personne dans la maison, donc je suis entré et je l'ai attendu. Il a dicté cela à un autre détenu, Toby Crominga. J'ai paniqué et je l'ai frappé. Toby Crominga avait lui-même un passé assez tumultueux. T'as tout écrit? Il a été condamné plusieurs fois pour vol et pour escroquerie. Avec tout ça, on est en droit de se demander ce que vaut la parole d'un prisonnier. J'ai jeté le marteau. Cette déclaration confuse, écrite dans une cellule de prison, n'est évidemment pas une preuve suffisante pour condamner Joseph Touré. D'autant que peu de temps après, ses aveux partent en fumée. L'homme se rétracte. Et pour prouver qu'il n'a rien à voir avec l'affaire, il affirme qu'il travaillait dans un garage ce jour-là. Un officier de police a appelé son employeur pour vérifier son alibi. Il s'agit du 8 mai 1979. L'employeur a affirmé que Touré était bien au garage ce jour-là. Alors pourquoi ces aveux? Son codétenu révèle aux journalistes que Joseph Touré tentait de mettre au point une stratégie étonnante pour échapper à la prison. Alors en écrivant ses aveux, il pensait pouvoir convaincre les autorités qu'il était fou et qu'il devait être placé dans une institution psychiatrique, c'est ça? Oui, c'était ça son plan. Finalement, l'alibi de Joseph Touré et l'annulation de ses aveux le rayent de la liste des suspects. Une impasse de plus dans l'affaire. Fran et Jack restent hantés par une question. Qu'est-ce qui préoccupait Marlis les jours précédant son agression? L'attitude de Marlis ce dimanche-là n'était pas habituelle. Cela dit, elle nous parlait quand même. Donc, je ne me suis pas vraiment dit que quelque chose n'allait pas. La dernière fois que je l'ai vue, c'était le dimanche avant l'attaque. Elle était assise sur le canapé et regardait par la fenêtre. J'ai pensé à ce jour-là tellement de fois. Elle n'était pas aussi joyeuse que d'habitude, et j'aurais dû essayer de savoir pourquoi. Personne ne sait pourquoi Marlis regardait par la fenêtre avec cet air absent ce soir-là. Était-elle en train de guetter son assassin? Cela fait maintenant 15 ans que la jeune Marlis a été tuée, et son meurtrier n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête est au point mort. La police locale n'a pas été en mesure de résoudre l'affaire, mais il existe une dernière chance et les inspecteurs vont la saisir. Ils décident de contacter la Cold Case Unit, l'unité des affaires non résolues. C'est une institution de l'État qui a été établie pour assister la police locale. Elle dispose d'un laboratoire médico-légal et d'enquêteurs. L'affaire a besoin d'un regard neuf, d'une personne ayant le recul nécessaire pour tout reprendre à zéro. L'agent spécial Everett Doolittle est chargé de l'enquête. Nous ne sommes pas les sauveurs qui viennent résoudre miraculeusement une affaire. Notre but est simplement d'aider les officiers à trouver ce qu'ils recherchent. C'est un travail d'équipe. Notre première tâche est d'apprendre à connaître la victime encore mieux que ses proches. En général, quand je commence à enquêter sur la vie des gens, je découvre vite que même ceux qui ont l'air totalement irréprochables ont leurs secrets cachés. Mais Marlis était une jeune femme très sympathique, et rien dans son mode de vie n'aurait pu la mettre en danger. À plus, à ce soir. Au début de son enquête, l'agent Doolittle réalise qu'il y a peu de pièces au dossier et que les chances de résoudre cette énigme sont minces. Le dossier était presque vide. Il n'y avait pas de preuves, pas de témoins, pas même de faits. C'était comme si on recommençait à zéro. Bonjour, inspecteur. L'agent spécial ne dispose d'aucune preuve pour continuer l'enquête. Il doit donc trouver par lui-même les raisons qui ont poussé l'agresseur à attaquer cette jeune fille de 18 ans. Pour lui, il n'y a qu'un mobile possible. La police a étudié la possibilité d'une agression sexuelle, mais les prélèvements n'ont jamais été examinés. Il pratique l'analyse du prélèvement dans le laboratoire du département. Il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle, ni dans le prélèvement, ni sur la scène du crime. Le viol n'est donc pas le mobile du meurtre.
Mais la nature violente de l'agression suggère que le meurtrier en voulait personnellement à Marlis. Vous m'entendez? L'agent Doolittle porte son attention sur les premiers suspects. Il entame son enquête sur Dennis Sipe et Tom Cartoni. En 1979, les deux jeunes hommes avaient tous deux des alibis plutôt fragiles. Je me suis concentré sur le jeune homme qui vivait dans les bois, le voisin de la famille Wallenhouse. À l'époque, c'était un ami du frère de Marlis. Il avait déjà été condamné pour agression et il était mêlé à des affaires de drogue. Il est devenu le fil conducteur de notre enquête. L'agent spécial arrive à la même conclusion que les enquêteurs 15 ans plus tôt. Les deux jeunes hommes sont louches, mais il n'existe pas assez de preuves pour les inculper. Reste Greg Lou, l'ancien beau-père de Marlis et à l'époque principal suspect dans l'enquête du comté de Washington. À ce moment-là, la police pensait que c'était lui le meurtrier. Ils en étaient même convaincus. Parce que la mère de Marlis et lui étaient en plein divorce. Je vous ai déjà dit que... Greg Lou avait nié toute implication dans la mort de sa belle-fille. La théorie selon laquelle il avait engagé un tueur à gages n'avait rien donné non plus. Seul résultat, une réputation ternie dans tout le Minnesota. La vie de Greg Lou a été détruite. Il avait un garage à Afton et après le drame, il a déménagé. Cela a entretenu les ragots sur sa culpabilité. Les enquêteurs de cette unité spéciale sont convaincus qu'un détail leur échappe dans le dossier. Un détail qui pourrait les mener jusqu'au coupable. Un nouveau regard leur semble nécessaire. Rick Hodgson, substitut du procureur, rejoint l'agent spécial Doolittle. L'affaire prend alors un nouveau tournant. J'avais 2 ou 3 classeurs de l'enquête et je parcourais les documents en prenant des notes sur les pistes à suivre et les choses à éclaircir. Quand, à peu près au milieu du 2e classeur, je suis tombé sur une chose incroyable. Une lettre d'aveu. C'est la lettre dictée par Joseph Touré dans sa cellule en 1981, celle qui avait été ignorée par les enquêteurs du comté de Washington. Bonjour Rick, content de vous voir. À l'époque, Joseph Touré s'était presque tout de suite rétracté, affirmant qu'il voulait simplement faire croire à un accès de folie. Son alibi avait même été confirmé. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a tant de pistes à gérer qu'on en règle une et on passe directement à la suivante. Tout a été fait selon la procédure. Les enquêteurs ont appelé l'employeur de Touré qui leur a confirmé qu'il travaillait le 8 mai 1979. Ils ont donc éliminé cette piste. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, chaque information du dossier doit être vérifiée et contre-vérifiée. J'ai choisi plusieurs enquêteurs et je leur ai demandé de me prouver soit que Touré était innocent, soit qu'il était coupable. L'un des enquêteurs choisis connaît bien le dossier. C'est le sergent de police Bob Ehlert, le premier à être arrivé sur les lieux de l'agression en 1979. Et il est déterminé à arrêter le meurtrier qui lui a filé entre les doigts pendant plus de 15 ans. Je cherche à joindre le service des ressources humaines. J'ai dit à l'inspecteur Everett que je connaissais quelqu'un chez Ford et que je pouvais le contacter pour savoir ce que les gens pensaient de Joseph Touré dans l'entreprise. L'inspecteur a trouvé que c'était une bonne idée. Donc j'ai passé un coup de fil et j'ai parlé à plusieurs employés. 2 d'entre eux m'ont dit « Joseph Touré Senior était quelqu'un de très gentil. Il y a un Joseph Touré Junior ?» Mais le fils de Joseph Touré n'était pas quelqu'un qu'ils portaient dans leur cœur. Tout à coup, on se retrouvait avec 2 Joseph Touré. Et Bob Ehlert n'est pas au bout de ses surprises. Le service des ressources humaines lui fournit une nouvelle information capitale. Joseph Touré Junior ne travaillait pas le jour du meurtre. Il y a 2 Joseph Touré. Une découverte qui fait voler son alibi en éclats. Juste ici. Joseph Touré est devenu notre suspect numéro 1. Il restait à prouver qu'il se trouvait bien à Afton, le 8 mai 1979. Bien joué, Alert. Mais la seule preuve dont il dispose est la lettre douteuse qu'il a dictée dans sa cellule. La législation du Minnesota interdit de condamner une personne seulement sur des aveux. Ils doivent nécessairement être corroborés. L'agent spécial Doolittle, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'en plus de l'aveu, il faut trouver des preuves qui associent directement le meurtrier au crime. Lorsque j'ai lu sa lettre à l'époque, je me suis dit qu'il y avait énormément de détails dedans. Et pas seulement ceux que les médias avaient rapportés. J'ai paniqué et je l'ai frappé avec un marteau. Il y avait tant d'éléments qui étaient exacts. J'allais prendre la CB.
Il parlait d'une Sibylle qui se trouvait dans une corniche chez nous. S'il l'a vue, c'est qu'il est entré dans la maison. Afin de prouver que Touré est l'homme qu'il recherche, l'agent Doolittle décide de mettre les médias à contribution. C'est sa tactique, sensibiliser l'opinion publique dans l'espoir d'obtenir de nouveaux témoignages. Les médias servent d'intermédiaire entre l'enquête et le public. Quand les gens entendent parler d'un meurtre, je veux qu'ils fondent en larmes. Vous êtes madame? Je veux qu'ils se sentent impliqués. Merci beaucoup. Comme ça, ils appellent pour nous aider. Fran n'hésite pas à donner des interviews à la télévision. Elle sait que c'est l'occasion ou jamais d'obtenir de nouvelles informations. Fran Wallenhouse-Munde était un vrai pitbull. Elle n'a jamais rien lâché. Je veux donner de l'espoir à ceux qui attendent que justice soit faite. J'aime que les proches des victimes soient un peu combatifs dans des affaires comme celle-ci. Fran Wallenhouse est de ces personnes qui n'abandonnent jamais. Elle m'a beaucoup aidé. On ne se remet jamais de la mort de son enfant. Avec Jack, mon cher mari, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour cette enquête. Nous devions résoudre cette affaire. Fran accepte de s'associer avec le producteur d'une émission pour un épisode spécial consacré au meurtre de Marlis. Le producteur se trouvait dans le Minnesota à ce moment-là, donc il en a profité pour contacter Fran. Lors du tournage de l'épisode, un autre personnage clé de l'affaire est présent, Joseph Touré Jr. Depuis 1981, il est détenu à la prison de Stillwater dans le Minnesota pour agression sexuelle et meurtre. Malgré son emprisonnement, il obtient l'autorisation de participer à ce tournage exceptionnel. Marlis Wallenhouse, vous la connaissiez? Je me suis expliqué auprès des officiers de police il y a des années. Ils savent que j'étais au travail le jour où elle a été tuée. Or, la police sait que son alibi ne tient plus. Mais parviendra-t-elle à démasquer l'assassin de Marlis simplement avec une émission spéciale à la télévision? Cette pauvre fille s'est seulement retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de me mêler à ça. J'ai pas tué cette fille. Je la connaissais même pas. Même si Joseph Touré a passé les 15 dernières années en prison, son visage ravive de nombreux souvenirs. La police pense que vous êtes le coupable. Faudra encore qu'il le prouve. Plusieurs victimes de viol sont venues le dénoncer et porter plainte contre lui à la suite de ça. Ça a vraiment fait avancer l'enquête. Vous avez parlé à Touré? Ouais, on a eu une discussion. Dave Hofstad, ancien adjoint de shérif du comté de Sherburne, est sous le choc lorsqu'il aperçoit Joseph Touré sur son écran. J'étais sur l'affaire Edwards. En 1981, au moment où Joseph Touré écrit ses aveux, Hofstad enquête sur le viol et le meurtre d'une autre jeune femme. Touré est l'un des suspects dans cette affaire. À l'époque, pendant l'interrogatoire, l'adjoint du shérif évoque avec lui le meurtre de Marlis. Aujourd'hui, ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Touré a dit « Je ne vous laisserai rien écrire sur ce que je m'apprête à vous dire. Mais oui, j'ai tué cette petite garce. » Hofstadt a informé la police du comté de Washington de ses aveux, mais les officiers n'ont rien fait, car ils disaient qu'ils avaient déjà étudié cette piste. Grâce à cette déclaration, la lettre d'aveu de Joseph Touré semble tout à coup bien plus crédible. D'autant que plusieurs personnes ayant rencontré le détenu en prison se rappellent aussi l'avoir entendu parler du meurtre. Et puis j'ai jeté le marteau d'un pont. Lorsque Touré était en prison, il a parlé à plusieurs personnes de ce qu'il avait fait. Ce sont ces personnes-là qui ont témoigné. 3 ou 4 fois comme ça, dans la tête. D'un coup, on a eu un nombre incalculable de témoignages. Après le passage de Joseph Touré à la télévision, ces nombreuses victimes viennent détailler aux enquêteurs les violentes agressions qu'elles ont subies. L'agent spécial ne tarde pas à découvrir ce qui relie les récits de ces témoins et le meurtre de Marlis. J'ai présenté les affaires au département des sciences comportementales du FBI à Quantico pour comprendre pourquoi Touré s'en serait pris à Marlis. Et je me suis aperçu de quelque chose. Et voici. Beaucoup de jeunes femmes étaient serveuses. Il vous fallait autre chose? Celles qui résistaient à ses avances ou répliquaient de manière cassante en faisant des réflexions sur sa personne du genre « dégage sale pervers » étaient violées comme les autres. Mais en plus, elles étaient tuées. Ils ne supportaient pas qu'on le rejette. Quelques mois après avoir découvert que son alibi était monté de toutes pièces, les enquêteurs arrêtent Joseph Touré, 46 ans,
pour le meurtre de Marlies Wallenhaus. Pendant de longues années, nous avons mis toute notre énergie dans cette enquête, jusqu'à ce qu'enfin l'agent Doolittle trouve le meurtrier et l'arrête. C'était une journée merveilleuse. Au revoir. Le jour où Joseph Touré se rend à son procès, il purge déjà une peine à perpétuité pour meurtre. Le procureur, Rick Hodgson, présente l'affaire en insistant sur la dangerosité de Joseph Touré. Je peux vous aider? Touré avait une moto. Il aimait longer la rivière qui borde le Minnesota et il passait toujours par Afton. On s'est déjà vu, non? Non, je crois pas. À l'époque, il y avait un restaurant dans ce coin-là et Marlies y travaillait comme serveuse. Touré est entré et il a commencé à la draguer. Marlies? C'est un prénom sexy? Mais elle n'était pas du tout intéressée. Ça s'est passé peu de temps avant son décès. T'aimes la moto, Marlies? J'en ai jamais fait. Ah non? Non. Ça te dirait d'essayer avec un homme? Un vrai? Arrêtez ou j'appelle le patron. Marlies rejette les avances de Touré et cherche à se débarrasser de lui. Ce refus le met dans une colère noire. Elle n'a pas voulu en parler à sa mère parce qu'elle savait que Fran était préoccupé par son divorce. Donc elle a tout gardé pour elle. 2 jours avant son agression, Marlies se rend avec une amie dans un restaurant où elle a ses habitudes. Mais elle a la mauvaise surprise d'apercevoir Joseph Touré installé à une table. On s'en va. Nous avons appris un peu plus tard qu'il l'avait suivi plusieurs fois en moto. C'était peut-être pour ça qu'elle regardait avec insistance par la fenêtre le dimanche avant sa mort. Et 2 jours plus tard, le mardi, elle a été agressée. Les procureurs pensent que Touré, frustré par ses refus, a cherché à se venger. Ce jour-là, elle était avec des amis. Elle les a déposés chez eux et elle est rentrée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Et il n'y a presque aucune voiture qui passe par cette route. Touré était dans la maison et il n'avait pas d'arme sur lui. Il a trouvé un arrache-clou ou bien un pied de biche sur place et il l'a frappé avec. Salut Marlies. Qu'est-ce que vous faites ici? T'aurais dû venir faire un tour avec moi. Je suis désolée, mais on peut apprendre à se connaître maintenant. Non, c'est trop tard. Nous pensons que Marlies lui faisait face au vu de l'état de ses mains. Puis Touré lui a asséné plusieurs coups sur la tête jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. L'outil a perforé son crâne et cassé ses phalanges. Après 5 jours de procès, les jurés du comté de Washington parviennent à un verdict. Joseph Touré Jr. est reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il écope d'une nouvelle condamnation à perpétuité. C'est une victoire pour Marlies, car la justice a enfin été rendue. Après l'affaire de Marlies, il a été à nouveau condamné à perpétuité pour 4 autres meurtres. Il ne pourra être mis en liberté conditionnelle qu'en 2110. Il a 65 ans aujourd'hui, donc il n'est pas prêt de sortir. Everett Doolittle a fait un travail fantastique. Il avait des enquêteurs compétents. Il avait beaucoup d'années de métier, ainsi que des yeux avisés. Et il a résolu cette affaire. Dans un sens, Marlies reste vivante, parce que son histoire perdure. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'enquête, et maintenant nous voulons raconter son histoire. C'est une manière de la faire revivre dans notre cœur. Je n'ai pas promis à Fran que je trouverais le meurtrier, simplement parce que je ne fais jamais ce genre de promesses. En revanche, je lui ai assuré que je ferais de mon mieux. Et j'ai honoré ma parole. Aujourd'hui, Marlies ne me manque pas de la même manière qu'au début. Maintenant,
Je pense au fait qu'elle voulait fonder une famille. Et quand je vois mes 2 autres enfants qui changent, qui mûrissent, qui deviennent de plus en plus merveilleux, je me dis que Marlies aurait dû vivre cela avec eux.